accueille sur ce plateau nos débatteurs, duellistes. Je salue les femmes en premier. Robert Ménard, vous m'autorisez. Marlène Schiappa, bonsoir. Ancienne ministre d'Emmanuel Macron, je précise. Absolument. Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir. Tout va bien. bon. On va là encore essayer de décrypter ensemble cette folle semaine politique. Je voudrais qu'on commence par la prise de position du jour. C'est celle du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Écoutez. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Robert Ménard, c'est important la prise de position de Kylian Mbappé. J'imagine qu'il parle du cartel des gauches. Je pense que sur le respect, la tolérance et tout, il vise la France insoumise. Non, je plaisante parce que c'est de la bouffonnerie quand même. Pourquoi ? Parce que plus personne ne supporte ces milliardaires qui viennent donner des leçons au petit peuple qui ne saurait pas ce qu'il fait. On va avoir droit à tout le monde, vous savez, on va avoir tous les artistes. Hop, on a 15 jours pour tous se les payer. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont rien compris, ces gens-là, que plus ces gens-là prennent position en venant de faire une leçon de morale, au nom de quoi ? Vous vous rappelez pour Naël, vous savez, quand il avait dit « un petit ange est parti trop tôt ». Non, Robert Ménard, attendez, il prend des positions, il parle à la jeunesse, une jeunesse qui avait été choquée de ce qui s'était passé, peut-être pour certains ne veulent pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Tout le monde est triste de ça, c'est le petit ange. Alors quand tu trouves le petit Naël était un petit ange, il faut arrêter de se foutre du monde. Je veux dire, on a eu les magistrats, vous avez vu, les magistrats, ils sont dans la rue. Tu t'inquiètes, parce que le jour où tu vas devant un procès, que tu tombes sur un type du syndicat de la magistrature qui manifeste en ce moment à Paris, tu te dis, bien sûr, comment tu vas être jugé. Non, je crois que, honnêtement, qui joue au foot, qu'il gagne l'euro, et on en reparlera. D'accord, mais pour l'instant, juste, on l'entend plus et on se porte mieux. Je retiens que s'il gagne l'euro, Robert Ménard sera un peu plus sympa avec lui. Non, c'est pour ça que je préfère le rugby au foot, soit dit en passant. Marlène Schiappa, sur Kylian Mbappé qui rentre dans le débat comme ça de plein pied en appelant à se mobiliser contre les extrêmes. Nuancé parce que d'abord, évidemment, sur le fond, je suis d'accord avec Kylian Mbappé. Je n'ignore pas que c'est une voix entendue par la jeunesse, plébiscitée, etc. Mais sur la forme, je vais vous dire, quand j'ai lu un certain nombre de tribunes publiées ce week-end, ça m'a rappelé une autre campagne. Alors, je ne suis pas si jeune que ça m'a rappelé en 2005... la campagne pour le oui à la Constitution européenne. Alors moi, je faisais campagne pour le non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne. Monsieur Ménard, vous en souvenez. Quand tu étais pour le non, tu étais diabolisé. Exactement. En fait, tous les grands artistes et toutes les grandes voix politiques étaient toutes d'accord entre elles. Et franchement, nous qui faisions campagne pour le non, c'était un peu les élites qui nous disent ce qu'on doit penser et qui culpabilisent les électeurs. Vous faisiez campagne pour le non à l'époque ? Bien sûr, moi j'étais très opposée à la Constitution européenne en 2005. J'ai voté non d'ailleurs. Je suis une des seules peut-être de la Macronie. Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les gens ne s'intéressent pas forcément à ça. Mais notamment, enfin bref, on ne va pas refaire le débat de 2005. Mais tout ça pour dire que les campagnes dans lesquelles on est tous d'accord entre nous sur les plateaux de télé et qu'on explique aux gens, qu'on leur ordonne de voter de telle ou telle manière, je crains que ça n'ait un peu l'effet inverse. Donc en fait, sur le fond, je suis bien sûr d'accord avec lui. Sur la forme, est-ce que vraiment les tribunes d'artistes, etc., les tribunes de grandes voix politiques, de grandes stars font voter différemment ? Je pose la question. D'abord, moi je suis d'accord avec une grosse partie de ce que vous voulez dire. Je ne suis pas d'accord sur le fond de ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, laissez penser que parce que c'est ça qu'il dit, les extrêmes, ils pensent évidemment pas à la France insoumise. Il met un pluriel quand même. Oui, bon, c'est un truc de... J'ai vu que le LFI faisait semblant de ne pas avoir compris, mais j'ai vu qu'il y avait un pluriel. C'est un truc de... Oui, mais pour être précis, il rejoint ce qu'avait dit Marcus Thuram, qui lui visait le Rassemblement national. C'est ce que j'ai ajouté. C'est un truc de faux cul. Il n'ose même pas montrer du doigt ceux qu'il veut montrer du doigt. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce qui me tue dans ces histoires-là, tout à l'heure, j'écoutais évidemment le débat qu'il y avait juste avant nous. Mais attendez, c'est donneur de leçons. Mais ils ne se demandent pas comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Le chaos, c'est qui l'a produit ? D'un côté, évidemment, c'est le chef de l'État en décidant ça, comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je croyais que c'était la veille pour le lendemain. Manifestement, non, si j'en crois ce que vous disiez. Il l'avait préparé. Il y a ça, mais attendez, c'est parce qu'aucun de tous ces personnages politiques n'a été capable de répondre. C'est pour ça je tombe sur la même chose sur les footballeurs, de répondre aux questions de fond
Au lieu de montrer du doigt, de dire les gens sont pas bien, ils votent pas bien, il faudrait les réprimer parce qu'ils ne votent pas bien. Pourquoi on en est là? Pourquoi les gens en ont ras-le-bol de toute cette classe politique? Ils se posent pas la question. On avait deux qui sont un de droite et un de gauche. Copé Non, mais enfin, vous vous posez la question. Monsieur Martinez, mais là aussi, tu te dis... Et il fait pas de la politique, Monsieur Martinez. Ah non, ils en font pas. Ils ont pas appelé à manifester, là, la CGT. Ils ont fait quoi? Ça aussi, madame, ça discrédite, y compris l'action syndicale. Parce que moi, je connais plein de gens qui votent Rassemblement National et qui sont à la CGT et qui comprennent pas, alors qu'ils sont à la CGT pour défendre leur salaire, enfin des choses légitimes. Les autres, la direction de la CGT, là encore, les mêmes qui te donnent une leçon de morale en te disant « Ah non, tiens à la CGT, mais tiens, méchant garçon, parce que tu devrais pas voter Rassemblement National. » Moi, ce que je veux dire, surtout, ce qui m'a beaucoup choqué et pourquoi j'ai pris la parole juste après les élections, c'est parce que quand tout est RN, rien n'est RN. Et moi-même, j'en ai pâti pendant des années au gouvernement quand je défendais la laïcité, où j'étais traitée de facho dans mon propre camp parce que je défendais un grand principe hérité de Victor Hugo, de Jean Jaurès et de tant d'autres qui ont défendu la loi de 1905, la laïcité point, son application stricte, etc. Monsieur Valls, qui était sur votre plateau, en tant que Premier ministre et d'ailleurs auprès du Parti Socialiste, il a été traité de facho, de mec d'extrême droite, etc. Donc quand on considère que tout ce qui est à la droite de LFI, c'est le RN, qu'on dit aux gens que s'ils lisent le JDD, ils sont RN, s'ils écoutent Michel Sardou, ils sont RN. Bah, les gens, s'ils font un barbecue, ils sont RN. C'est des choses qu'on a entendues, Benjamin Duhamel. On a entendu parler. À un moment, il ne faut pas s'étonner que les gens soient cohérents. Si vous leur dites toute la journée qu'ils sont d'extrême droite, ils votent à l'extrême droite. Je lance pas le débat sur Alexis Corbière est-il de gauche. Non, mais il aime bien Michel Sardou. Oui, mais vous savez qu'il a défendu la laïcité et la République. Moi, j'ai débattu avec lui à LFI et certains, d'ailleurs, se sont pris à lui en disant qu'il était trop à droite parce qu'il défendait la laïcité. Moi, je vous adore aujourd'hui. Mais quand vous étiez député, il y avait. J'ai jamais été député. Quand vous étiez ministre, pardon, et que vous étiez à l'Assemblée, c'est pour ça que je pense. J'ai en tête quelques propos sur un certain nombre. Vous étiez pas là. J'ai toujours défendu la laïcité. J'ai pas dit ça. Vous étiez pas la dernière à caricaturer un peu toute position. Alors je sais à quoi vous faites référence. Voilà. Alors peut-être députée. Aujourd'hui, je vous trouve adorable parce que vous vous sentez moins obligé de défendre tout ce que disent vos copains. C'est une députée qui proposait d'abroger le budget des droits des femmes. J'étais en opposition et nous étions affrontés verbalement à cette guerre. Une députée de votre circonscription. De ne pas être d'accord avec vous ou avec votre majorité, ça ne fait pas automatiquement des fachos. Messieurs, dames, on est d'accord. Regardez, trouvez une prise de position de ma part où je traite quelqu'un de facho. Je n'utilise jamais ce terme. Il y a bientôt une conférence d'un historien qui s'appelle Jean-Marc Schiappa, avec qui je suis en désaccord politique, mais qui est mon père, voilà, et qui est un ça peut arriver historien, d'être en désaccord avec sa famille. Voilà, qui est un historien reconnu. Oui, ça arrive. Sur lequel, qu'est-ce que le fascisme? Et il explique qu'on utilise le terme fascisme à tort et à travers. Je pense qu'on devrait un peu regarder l'histoire et cesser d'utiliser les mots dans un sens contraire de leur histoire. Je suis content que vous le disiez avec autant de fermeté aujourd'hui. Avant de parler de ce qui est en train de se passer à gauche, je voudrais juste qu'on revoie les prises de position de deux hommes d'État. On en parlait tout à l'heure avec Éric Dupond-Moretti et nos invités, Nicolas Sarkozy, Lionel Jospin. Nicolas Sarkozy qui parle de la dissolution comme d'un risque majeur pour le pays, comme le président, risque de chaos pour le pays dont il aura les plus grandes difficultés à sortir. Et Lionel Jospin, le président de la République, offre au RN l'occasion de briguer le pouvoir. Ce n'est pas responsable. Et on apprend aussi, Robert Ménard, dans les colonnes du Monde, qu'Emmanuel Macron a semblé en parler de cette dissolution avec une forme de légèreté. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. L'Élysée a démenti. L'Élysée a démenti et le Monde a maintenu. Et le Monde a maintenu ses propos. J'ai vu ça, donc j'en sais rien. Si c'est ça, c'est encore plus dingue quand même. Parce qu'à la limite, tu te dis, le chef de l'État, pris d'un coup, je ne sais pas de quoi, pas de panique, parce que tous les sondages ont donné bien avant le résultat, tu as du mal à comprendre pourquoi d'un coup, il décide une dissolution comme ça. Mais si c'est vrai, attends, j'en sais rien, moi, il dément, mais le Monde le maintient, là, c'est d'un cynisme absolu. Un cynisme absolu. La première citation, c'était... Nicolas Sarkozy qui parle d'un risque de chaos pour le pays. Je l'ai lu tout à l'heure, l'interview de Nicolas Sarkozy. Moi, j'en ai retiré plusieurs choses. D'abord, on en parlait tout à l'heure, il se garde bien aujourd'hui, il ne l'a pas toujours fait, mais aujourd'hui, de diaboliser le vote du Rassemblement national. Il trouve même des qualités à M. Bardella, un peu à l'opposé de ses anciens copains et tout. Ça, c'est une chose, je trouve qu'enfin, il a mis du temps, mais là, enfin, on voit... Oui, il peut dire qu'il a mis du temps. Enfin, il a pris acte que, là encore, la moraline à 4 balles, il y en a marre. Il faut juste comprendre pourquoi les gens aussi massivement, ont envie, décident. Et
Pas simplement parce qu'ils sont aigris, malheureux, patati patata, mais parce qu'ils votent le vote RN, pour eux, c'est un vote d'espoir. Mais il dit, Robert Ménard, sur cette dissolution, franchement, on vient de consulter les Français, redemander leur avis aux Français 4 semaines après, ça n'a pas de sens. Attendez, mais bien sûr qu'il a raison. Ouais. Un chef de l'État, qui explique pendant des semaines que tout ça, le vote en question pour les européennes, n'a rien à voir avec la scène nationale, et qui, le soir des élections, dit exactement le contraire, tu te dis, est-ce que c'est une crise d'ego? Est-ce qu'il veut rester au centre du jeu? Je sais pas. Non, mais il y a peut-être une hypothèse visant à dire qu'il écoute les Français et qu'il remet en jeu son mandat avec la démocratie. Alors, il donne la parole au peuple. Il fallait exclure. Mais il fallait pas dire le contraire 2 jours avant. On a le droit d'évoluer dans sa pensée, d'écouter les messages des Français. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas reprocher au président d'écouter trop les messages des Français. Non mais attendez, juste vous trouvez que c'est une super idée d'avoir dissous? Parce que pour raconter un peu les coulisses de ceux qui nous regardent, à de très rares exceptions près, tous les membres de la majorité du gouvernement, pour une bonne partie, quand on leur pose la question, je dis bien hors des plateaux de télévision, non, mais bien sûr. que se pose la question, et encore, je suis vous êtes pas obligé de défendre ici ça. Ah non, mais je suis obligé de rien. Mais vous savez, Monsieur Ménard, j'ai beaucoup de défauts, mais il y a une qualité que j'ai qu'on m'enlèvera jamais, c'est la loyauté. Donc moi, je pense que être pro-Macron quand ça va bien en 2017 et vite tourner sa veste quand ça va mal et arroser sur Macron et le critiquer en off partout dès que c'est possible, ça va. Donc moi, je pense qu'il faut défendre le président de la République. Donc défendre la dissolution. Il est courageux, défendre les décisions prises par le président de la République en conscience. Il est courageux, il fait face aux Français, il remet en jeu cette majorité. Nous verrons ce que les Français. Je suis ravi que vous soyez loyal vis-à-vis de quelqu'un, et vous avez raison, on ne donne pas le coup de pied à l'âne qui tombe par terre, vous avez raison. Mais enfin quand même, honnêtement, si tu avais envie de foutre le bordel, il fallait faire ça quand même. Parce que vous croyez pas, attendez, pardon madame, vous croyez pas un instant. Moi, je veux bien tout le baratin. Tout à l'heure, j'entendais le garde des Sceaux, j'ai le plus grand respect pour le garde des Sceaux, mais qui nous explique qu'ils ont gagné 4 points, là, et qu'ils vont s'en sortir. Enfin, j'espère que vous voyez arriver la raclée qui vient. Enfin, j'espère que vous avez cette lucidité-là. Attendez, vous pouvez la regretter. Moi, je non, mais on n'est pas passif. Il y a une campagne, donc moi, je suis attendez, avec en 15 jours, vous allez changer les choses. Mais Monsieur Ménard, vous avez été candidat à plein d'élections. Vous n'étiez pas le favori à la base pour la mairie de Béziers. Si vous aviez jeté l'éponge en disant les sondages sont contre moi, vous ne seriez pas un homme politique de premier plan. Pas en 15 jours, pas dans une précipitation qui fait qu'aujourd'hui, un discours que je voudrais, en l'occurrence, plus raisonnable, évitant de dire toutes les conneries possibles, imaginables, évitant de tenir, vous savez, des propos toujours plus démagogiques. Je sais pas, on va 1600 €, c'est ça net. Pourquoi pas de l'autre côté, on va proposer 1800 et on pourrait monter à 2000 €, disant un certain nombre de choses sur l'immigration. Ça, c'est pas la majorité. Hein, non, mais est-ce que j'ai dit que c'était ça? Non, mais je clarifie pour les gens qui nous regardent. Non, je n'ai pas dit ça. Mais justement, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que quand on laisse 15 jours pour que les gens se fassent une idée, évidemment, les gens, ils en ont tellement marre de ce que vous n'avez pas fait pendant des années qu'aujourd'hui, vous allez vous prendre une tannée. Alors moi, et cette tannée, moi, dans l'absolu, je m'en contrefous, vous avez compris? Non, moi, je suis candidate à rien, donc mais moi non plus, alors donc ça va très bien. Je défends juste des idées. Non, mais je m'en contrefous de cette année. Sauf que la seule question qui va, et qui n'est jamais posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la France? Exactement. Juste pour la France. J'allais y venir. Juste pour la France. Et alors donc, qu'est-ce qui va se passer en l'état? Les scénarios, majorité absolue pour le RN, majorité relative ou assemblée ingouvernable? Deux choses, Monsieur Duhamel. C'est vraiment le résultat. Oui, 2 choses sur le constat et sur le scénario. Sur le constat, quand même rapidement, parce que c'est important. Moi, ce que je déplore et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les partis politiques, tous, y compris le mien, ont déserté le champ des idées. Aujourd'hui, qui anime le débat d'idées? Ce ne sont plus les partis politiques. Vous avez des personnalités, des intellectuels, vous avez quelques think tanks, vous avez la Cour des comptes qui fait des rapports, des propositions. C'est pas ça la question. Mais bien sûr que oui, c'est la question. Pourquoi vous avez aujourd'hui... Non, Monsieur Ménard, je termine. Pourquoi vous avez aujourd'hui des partis qui, en 15 jours, vous sortent des programmes complètement démagos, non financés, non calculés? Ou vous avez des cellules d'idées, des cellules prospectives dans des partis qui préparent les choses, qui travaillent des idées, qui font des propositions réalistes dans le débat public. C'était ma première. Attendez, sur ce point, Madame Schiappa, juste sur ce point. Moi, je veux bien tous les débats d'idées. Je vous prends un exemple qui obsède les Français. Que vous aimiez ou pas, c'est la question de l'immigration. Oui. Quand vous voyez un chef de l'État, dont les députés de ce chef de l'État votent une loi, et 3 jours après, le même chef de l'État dit
il se retourne vers le Conseil constitutionnel. Ah, j'espère bien que le Conseil constitutionnel va détricoter cette loi. Mais c'est se foutre des gens. Et c'est se foutre, soit dit en passant, de ses propres députés. Vous vous dites, mais comment tu peux te comporter? Comment vous voulez que les Français, cette question, elle est centrale pour les gens. C'est exactement ce que je suis en train de dire, monsieur Ménard. J'ai dit y compris mon parti politique. Ah non, mais y compris votre chef de l'État. Votre chef de l'État. Je dis que, par exemple, quand Maud Bréjon, parlementaire de la majorité, a dit qu'il y avait un lien entre délinquance et immigration, elle s'est fait lyncher en off dans la presse par ses petits camarades. Mais le sujet, c'est pas est-ce que vous aimez bien ou pas Maud Bréjon. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous pensons de ça, qu'est-ce que nous disons pour ça, quelle est notre ligne là-dessus. C'est juste que c'est vrai. C'est juste que c'est vrai. Mais vrai ou pas vrai, mais vous avez mis des années à le dire, madame. La question de méthode, c'est comment on s'organise pour avoir une ligne. Et quand un parti n'a pas de ligne, il propose n'importe quoi dans les élections. C'est ce qu'on voit au Front populaire. Ils sont d'accord sur rien, sur les impôts, sur le nucléaire, sur l'islamisme. Aujourd'hui, vous avez dans le même parti des gens du Parti socialiste qui sont des laïcs sincères et des pourfendeurs de l'islamisme. Et vous avez LFI, même j'ai vu qu'il y avait un candidat fiché S qui était dans le Front populaire, manifestement ensemble. Et vous siégez ensemble. Quelle est leur ligne sur la question de la laïcité? Madame Schiappa, moi je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et j'aimerais qu'on parle précisément de ce nouveau Front populaire. Attendez, demain, je ne sais pas dans quelle est votre circonscription, vous avez le RN d'un côté et en face la France insoumise avec tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous faites? C'est nini? Et ben moi, ce que je fais, c'est que pendant 15 jours, je me bats pour qu'il y ait des candidats de la majorité présidentielle au deuxième tour. Je ne fais pas de politique fiction, sinon vous demandez... je vais aller au secours de Robert Ménard pour vous poser la question, puisque les responsables politiques répondent que Éric Dupond-Moretti Oui, je réponds ce que je veux. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je vous repose la question aussi. Très bien. Dans le cas d'un duel entre le Rassemblement national et la France insoumise, dans votre camp, il y en a certains qui disent on ne choisit pas, et il y en a d'autres qui disent il faut faire barrage au RN. Par exemple, Yaël Braun-Pivet, Clément Beaune. Votre position. Pardon, pareil à droite. Bon, je vous réponds pas. Alors, pareil à droite. Plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai la chance de voter à Paris. Vous me demandez où je votais, je vote à Paris. Et donc, la probabilité qu'il y ait un deuxième tour RN Front populaire... Non, mais je peux dérouler mon raisonnement, monsieur Ménard. Mais ça commence par une hypocrisie monstrueuse. Si toutes les phrases, vous ne croyez pas ce que je vous dis, ça sert à rien. Allez, je vous écoute. Je vous remercie. Donc, plusieurs choses. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est important, je ne me résous pas à la fatalité. Donc, moi, en plus de mon travail, je me lèverai 1 heure plus tôt et j'irai tracter avec nos candidats et j'irai les soutenir et j'irai à leurs réunions publiques et je ferai des plateaux télévision pour les défendre. Ça, c'est la première chose. S'il y a un second Deuxième tour chose, je vote à Paris, il n'y aura pas de second tour de cet ordre-là. Troisième chose, je ne vais pas faire, moi, ce que je viens de critiquer chez Kylian Mbappé il y a 2 secondes. Je crois, et je vais vous répondre sur ce que je ferais si j'étais confrontée à ça, c'est-à-dire que engueuler les gens, dire aux électeurs ce qu'ils doivent voter, les culpabiliser, leur donner des ordres, alors que moi-même, je ne suis pas concernée par ce fait-là. Donc maintenant, je termine mon raisonnement. Voilà. Je crois qu'on va avoir une réponse. Ça s'appelle dérouler un raisonnement. La vie n'est pas binaire. La vie n'est pas binaire, monsieur Ménard. Et le débat d'idées, il souffre du manichéisme et du oui, non, pour, contre, etc. La réponse, c'est que moi, si j'ai un candidat... C'est un bulletin de vote, pardon. C'est pas une thèse de philosophie. Oui, mais les gens n'arrivent pas en disant oui, non, sinon il n'y aurait pas de débat. Qu'est-ce que vous feriez, madame Schiappa? Je suis en train de vous répondre. Sur le Front populaire, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne mets pas une Valérie Rabault ou une Marie-Noëlle Battistel, qui sont des candidates du Front populaire, je donne leur nom, mais il y en aurait beaucoup d'autres, qui sont des candidates profondément sérieuses, républicaines, laïques, qui défendent un certain nombre de valeurs et avec lesquelles, j'espère, un jour, la majorité présidentielle aura à travailler. En revanche, si j'ai dans le Front populaire un des candidats fiché S, un Louis Boyard, des gens qui bordélisent l'Assemblée nationale, des islamistes, alors que mon combat, c'est pour les droits des femmes et pour la laïcité, je voterai contre les candidats de l'islam. Attendez, juste, c'est intéressant. Ça veut dire que dans le cadre, par exemple, d'un face-à-face entre les candidats que vous avez cités, la France insoumise et le Rassemblement national, vous choisirez le Rassemblement national? Non, j'ai pas dit que je choisirais le Rassemblement national. Vous voterez contre. Mais non, mais parce que, pardon, là encore, dans toutes les circonscriptions, je voterai contre et je voterai pour un candidat de la majorité ou un candidat LR. Je ne voterai pas pour un candidat RN. Il n'y a aucun cas de figure où je voterai pour un candidat RN. Vous voyez, madame Schiappa, j'ai compris, mais... c'est quand même compliqué de répondre à des... Non, je vous ai laissé... Non, pardon, monsieur, je ne peux pas vous laisser mésinterpréter mes propos, je suis désolée. D'abord, je peux les interpréter. C'est compliqué parce que la situation politique, elle est compliquée. Le Front populaire, c'est 50 nuances de laïcité. Entre un fiché S et Valérie Rabault, c'est pas la même chose. Entre Marie-Noëlle Battistel et Louis Boyard, c'est pas la même chose. Robert Ménard, allez-y. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est exactement cette difficulté à répondre à des questions qui sont finalement, in fine, non, c'est pas simple, ça n'est pas la même chose. Attendez, s'il vous plaît, je vous coupe pas, soyez gentil, on débat. Oh, si vous me coupez tout le temps, monsieur Ménard. Non, là, de ce point de vue-là, c'est pas vrai. Allez, je vais refaire l'arbitre. Je fais mea culpa. Donc voilà. Aujourd'hui,
le plus grand cas de figure qu'on va avoir en face de nous, c'est d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le RN. C'est ça. Là, et pour vous, il n'y a pas photo. Moi, je n'hésiterai pas à voter Même RN. si, comme le disait Marlène Schiappa, c'est un socialiste, disons, modéré contre quelqu'un du Rassemblement national. Non, parce que moi, les socialistes modérés qui ont signé avec la France insoumise, y compris un ancien chef de l'État, honnêtement, ça va les décrédibiliser à mes yeux pour un bon moment. Parce que moi, je veux bien, Madame Schiappa, tous les modérés que vous citez, mais quand même, aujourd'hui, ils mettent leur nom à la suite d'une liste où il y a le NPA. J'en parle, M. Poutou, parce qu'il se présente, vous avez compris, à côté de chez moi, dans l'Aude. Ah, mais moi, je ne fais pas campagne pour le Front populaire. Non, mais attendez, mais c'est pas du tout ce que... Je ne vous accuse pas de ça, évidemment, que je ne fais pas. C'est pas ce que je vous dis. C'est que je vous dis, tous ces socialistes, ces sociodémocrates qui viennent vous raconter, qui sont pas comme les autres, qui pendant des mois, nous ont expliqué que jamais plus avec la France insoumise, ils sont en même temps que ça. Alors, madame, attendez, en même temps que ça. Alors, oui, moi je vous le dis, entre tous les gens qui aujourd'hui se retrouvent derrière les fichiers S que vous parliez, derrière la NPA... Attendez, juste, il y a un fichier S. Mais ça suffit. Pas des fichiers S. Non, un fait. Ouais. Non, il y a un fichier S et il y a des candidats qui quand même servent la soupe au discours islamiste, aux frères musulmans assez régulièrement. Et puis, dans la France insoumise, des gens qui continuent à dire, attendez, un texte qui continue, un accord qui continue à ne pas traiter le Hamas d'organisation terroriste. Massacre terroriste, organisation théocratique. Qui ne condamne pas les viols du 7 octobre, qui veut la destruction d'Israël. Donc on est d'accord là-dessus. Vous avez compris, c'est pour ça que je vous reprends là-dessus. Les socialistes, tous ceux que vous... On votera pas pareil, vous et moi, mais il y a juste un sujet, M. Duhamel, sur lequel très je veux rapidement, revenir. j'aimerais qu'on avance. Moi, je vais vous donner une seule raison de ne pas, et moi je combats le Rassemblement national, et je ne veux surtout pas que mon pays soit gouverné par le Rassemblement national. Je suis très inquiète aujourd'hui pour tous nos compatriotes et toutes les personnes qui vivent en France et qui sont des personnes LGBT. Parce que le programme du Rassemblement national, ça a été voté contre le Pacs, voté contre le mariage pour tous, voté contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes lesbiennes. Mais comment vous pouvez raconter ça ? C'est la vérité, Monsieur Ménard, ce sont les votes. Voter contre l'adoption pour les couples gays, c'est la vérité. C'est pas une caricature, ce sont les votes du Rassemblement national. Dans les villes Rassemblement national, les centres LGBT+, sont fermés. Je pose la question aujourd'hui et je suis préoccupée pour ce qui se produira. Est-ce qu'on reviendra pour la PMA pour toutes les femmes, notamment les femmes lesbiennes? Est-ce que les couples d'hommes auront droit d'adopter demain sous un gouvernement Rassemblement national? Est-ce que les centres LGBT continueront à être financés? Ce sont des vraies questions qui se posent. Mais c'est une caricature. Vous rendez... Attendez. L'égalité des droits, c'est pas une caricature, pardon, monsieur je Ménard. vous coupe pas, alors juste laissez-moi finir cette phrase. Vous êtes aussi caricatural que les gens qui vous disent quoi? Qui vous disent le Front National, c'est une bande de racistes. Bien sûr que non, Marine Le Pen, elle n'est pas raciste. Dieu sait que 200 fois ici, j'ai dit tous les désaccords. Je n'ai même pas cité le nom de Marine Le Pen. Je vous parle de mesures concrètes, programmatiques qui impactent la vie des gens. Ils ne sont pas plus racistes qu'antisémites et qu'homophobes. Attendez, mais moi, j'utilise pas les grands mots. J'ai pas parlé d'homophobie. J'ai dit que j'étais préoccupée pour l'égalité des droits. Vous avez vu qu'est-ce qui a été voté? C'est véritable. Ce sont les votes RN. Attendez, s'il vous plaît. Sur la question de l'antisémitisme, il y a eu des évolutions. L'histoire du parti est ce qu'elle est. Oui. Attendez, mais moi je connais des gens dirigés par Jean-Marie Le Pen qui a été condamné pour antisémitisme. Ne me prenez pas pour un crétin. Je me permettrai pas. Je connais des gens qui sont au Rassemblement national qui sont antisémites. Mais attendez, et je connais des gens à gauche, au Parti socialiste, qui sont antisémites, et des gens, aujourd'hui, l'antisémitisme, il est où? Le plus violent, il est au Rassemblement national, que M. Klarsfeld explique lui. Enfin, M. Klarsfeld, c'est pas tout à fait, ça vient pas, c'est pas un discours en l'air, qui vous dit qu'il préfère le Rassemblement national à la France insoumise. Prenons acte de ça. Et Madame Schiappa, chaque fois, moi je nie jamais d'où les partis viennent et de leur histoire. Je dis sur les partis communistes et tout, on pourrait en rajouter. Je me félicite de ça. Je me félicite qu'au Rassemblement national, on tienne plus de propos antisémites. Et attendez, sur la PMA, on peut être critique sur la PMA sans être homophobe. Non, mais je vous parle de droit. Je vous parle pas de grands principes, je vous parle de droit. Est-ce qu'il y aura une loi pour revenir sur la PMA pour les femmes lesbiennes? Est-ce que les couples gays pourront continuer à adopter? Est-ce que les centres LGBT seront toujours financés sur un gouvernement Rassemblement national? Non, mais sur des vraies questions, Marlène Schiappa, on vous a entendu. Je vous rappelle que c'est pas moi qui suis au Rassemblement national. C'est juste pas... Et deux, je ne crois pas un instant. Je crois pas un instant Pierre Otto là-dessus. On avance, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on parle du nouveau Front populaire précisément, puisque
On a vécu une journée, un week-end agité, purge. 5 le week-end n'est pas terminé. Le week-end n'est pas terminé, vous avez raison, même si les candidatures, c'était jusqu'à 18h. Ça y est, c'est fini, les candidatures. 5 députés écartés, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet et d'autres. Adrien Quatennens qui se retire. Comment est-ce que vous avez vu, Marlène Schiappa, ce week-end à gauche? Au fond, il y avait une surprise qui était cette capacité que la gauche a eu à se mettre d'accord, alors même que tout le monde pensait que les désaccords étaient trop forts. Et puis, il y a ce week-end. C'est déjà les premières lézardes qui apparaissent? Non, mais bien sûr, on voit d'abord qu'il y a eu un accord de sièges. Et quand on se met d'accord sur les sièges et sur les postes, avant de se mettre d'accord sur le fond, ça ne peut jamais rien donner de bon. Et on voit bien que même l'accord sur les sièges, c'était manifestement pas un accord très poussé, puisqu'ils n'ont pas balayé les noms, puisque même Madame Tondelier a dit qu'elle avait appris dans la presse l'éviction de sortants de la France insoumise. Sur Monsieur Quatennens, moi j'observe qu'il y a eu un changement de discours permanent à la France insoumise. Mais j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi LFI, les droits des femmes, ce sont eux qui en parlent le plus et qui en font le moins. Mais là, vous saluez cette décision? Non. Non, parce que je ne salue pas du tout les termes du débat. Adrien Quatennens ne dit pas « je me rends compte qu'avoir été auteur de violences conjugales me disqualifie pour le débat public ». Il dit « je ne veux pas nuire à Jean-Luc Mélenchon et au Front Populaire et donc je me retire et beaucoup de gens vont le regretter ». Et d'ailleurs, en face de lui, il y avait une candidate que je ne soutiens pas, mais une candidate féministe, présidente d'un mouvement féministe dans le Nord qui se présentait pour le Front Populaire. Ils n'ont pas souhaité l'investir. Et elle se maintient face au candidat LFI, Aurélien Lecoq. Oui, mais le Front Populaire n'a pas souhaité l'investir. Ils ont souhaité investir un coordinateur national. Donc moi, je vois qu'il y a d'abord un changement de discours. Quatennens, on nous a dit d'abord c'est une petite gifle, c'est pas grave. Puis il est désolé, puis il est condamné, puis il n'a pas compris. Et puis les candidats parce que réhabilitation, et puis finalement non. Et il aurait pu avoir l'occasion de faire un discours sur les violences conjugales structurant qui aurait pu être ratifié là par les féministes en disant « je me rends compte, je veux travailler sur moi-même, je veux accompagner les centres qui accompagnent les auteurs de violences conjugales ». Il ne le fait pas. Donc il y a une grande hypocrisie à tous les étages et LFI n'est pas un parti féministe. Madame Schiappa, ça n'a aucune importance aujourd'hui, ça. C'est important pour moi. Non, attendez, je ne dis pas ça. Pour beaucoup de gens et féministes qui se sont prononcés sur le sujet. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important pour vous. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que ce n'est pas ça le problème. Vous avez raison qu'ils ont changé 25 fois d'avis. Je ne vous dis pas le contraire. Le problème, c'est quoi? C'est que ça cache le vrai problème. Ils vont tous s'y retrouver. Ça y est, maintenant qu'il n'y a plus Quatennens, un problème de régler. Ils gueulent un certain nombre de partenaires de la France insoumise sur le thème quand même d'avoir viré Garibo, Corbière et tout ça. Corbière, le Biterrois et tout ça. Je finirais par avoir de la sympathie pour lui. Donc je plaisante. Voilà, mais c'est pas un problème. C'est que malgré tout ça, toute la gauche va se retrouver ensemble. C'est-à-dire toute une gauche qui, pendant des mois, je le répète, on dit que c'était inacceptable ce que la France insoumise, les propos flirtants, vous êtes d'accord avec moi, sur l'antisémitisme, sur le 7 octobre et tout ça. Non mais attendez, oui. Pour certaines, clairement antisémites. Tout ça à la trappe. Ça veut dire que et vous avez raison, pour préserver des sièges, ils sont prêts à tout. À toutes les lâchetés, à toutes les contorsions, à toutes... Ouais, et en même temps, pardon Robert Ménard, mais quand on voit François Hollande, social-démocrate, avec le bilan qu'il a, une action modérée, qui est candidat du nouveau Front Populaire, c'est bien la preuve que ce n'est pas une force, ce n'est pas seulement une alliance extrémiste. Non mais j'ai jamais dit que c'est... Je dis que ceux qui ne sont pas extrémistes, pour défendre leur poste ou en gagner, ils sont prêts à se marier avec n'importe qui. François Hollande, il n'y va pas pour un poste, il était président, ancien président. Non mais lui, c'est pour une ambition démesurée. Il faut qu'il se calme, ce garçon. Il veut exister. Enfin, je veux dire, il n'a jamais admis une seconde qu'il pouvait être hors le jeu politique. Comment tu peux être chef de l'État? Comment tu peux être chef de l'État et te retrouver attendez, il y a un programme, on peut plaisanter ou attrister. Non, vous avez tort. Il y a des propositions. Sur vous avez vu les propositions sur la police? Sur François Hollande, un mot, parce que je ne suis pas d'accord avec M. Ménard. Sur la police, sur l'immigration, sur tout un tas de choses. Les positions qui sont défendues, qui sont les leurs, mais j'aurais honte, si j'étais un chef de l'État, de signer parce qu'il accepte ce texte-là. Rien ne peut le défendre. Sur François Hollande, plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai vu qu'il était investi par la fédération locale, mais pas par la fédération nationale. Ils sont revenus dessus et ils l'investissent. Je reviens pour les épisodes précédents et que M. Bompard dit que c'est une investiture incongrue, etc. Ceci étant,
Moi, François Hollande n'est pas mon ennemi. Et moi, je n'utiliserai pas mon temps de parole pour tirer sur François Hollande. Je veux dire, il faut être clair. À un moment, soit on considère que l'arrivée du RN serait quelque chose de grave, qu'il faut s'organiser, donc travailler avec toutes les personnes avec lesquelles la majorité pourrait travailler, etc. Et dans ces cas-là, choisissons nos ennemis. Soit on considère qu'en fait, c'est pas si grave et qu'on peut continuer à dire oui, mais un tel n'a pas voté ma loi en 2020, un tel n'était pas dans ma motion en 2014, etc. Je parle pour mon camp, monsieur Minard, je parle pas pour vous, mais je parle pour les gens chez nous qui choisissent de tirer sur François Hollande. Moi, François Hollande, ce n'est pas mon sujet. Et je vais vous dire, j'irai plus loin. Je pense que François Parce que tout à l'heure, Hollande... vous avez entendu Éric Dupond-Moretti qui dit c'est pathétique. Oui, mais je ne suis pas d'accord et j'adore Éric Dupond-Moretti, humainement, politiquement, c'est un brillant ministre, c'est pas le sujet, mais je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être clairs pour dire avec qui nous travaillons. Vous avez posé une question tout à l'heure à laquelle nous n'avons pas répondu, monsieur Duhamel. Vous parliez de la question de la projection. Voilà. Pas à mes questions. Et j'y reviens, et des scénarios pour l'avenir. Mais moi, je vois que tout le monde regarde les scores des listes, mais personne ne s'intéresse aux groupes qui seront formés à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça qui sera déterminant finalement. Qui ira dans quel groupe? Le Premier ministre, au terme de la Constitution, il est nommé par le président de la République sur la base du groupe majoritaire. Aujourd'hui, est-ce que le Front populaire, ce sera un grand groupe, un amas, ou est-ce que ce sera plusieurs groupes différents? Est-ce que des gens de la majorité pourront aller avec des gens du Front populaire pour composer une majorité de groupes à l'Assemblée nationale? La question est ouverte aujourd'hui. Mais non, mais Mme Schiappa, honnêtement, moi, c'est pas mon souci aujourd'hui. Moi, c'est mon sujet. Qui sera Premier ministre de la France, ça me préoccupe. Non. Mon souci, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir une extrême gauche, parce que ce sera la France insoumise qui aura le plus de députés. Parce qu'Olivier Faure s'est couché dans les négociations. Attendez, je m'en contrefiche de ça. Moi, je m'en fiche pas. Non, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète, ce sera un parti ou une coalition qui va nous coûter 200 à 300 milliards pour faire des propositions intenables, qui fait croire aux gens qu'on va revenir à la retraite de 60 ans. Pardon. Non, mais juste, quand on regarde le programme économique esquissé par le Rassemblement national, personnellement, les économies, la bonne gestion, je la vois pas trop non plus. C'est-à-dire la baisse de la TVA, ça coûte quoi, 10 milliards d'euros. Benjamin, c'est peut-être pas 200 à 300. Non, mais Benjamin, vous me posez la question, je vous dis la même chose sur le Rassemblement national. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait des gens qui sortent le pays des difficultés qui sont les siens. Vous croyez vraiment, même si je les renvoie pas dos à dos, je l'ai dit, donc je pense pas que ce soit la même chose. Est-ce que sur le terrain économique, social, ce sera une bonne chose pour les Français? Est-ce qu'on trompe pas les Français en leur faisant croire que le SMIC, on va l'augmenter comme ça, et les petites entreprises, moi j'en connais plein chez moi, des PME qui peuvent pas supporter ça. On ment aux gens sur la politique internationale. Qu'est-ce que j'ai à choisir entre les saloperies que dit la France insoumise sur Gaza et le Rassemblement national qui, sur les questions de l'Ukraine, si jamais ils étaient au pouvoir, je ne sais pas de quel côté on serait. Je ne veux pas choisir ça entre les deux. Et en même temps, je ne signe pas, je ne mets pas un signe d'égalité entre les uns et les autres. Et je voterai Rassemblement national, quels que soient les gens qui sont à gauche. Juste avant de parler de la situation des Républicains, d'un mot, Jean-Luc Mélenchon dans tout ça. Il y a une sorte de tango. Pardon, je voudrais ajouter quelque chose, que je vais d'abord voter pour ma femme. Oui. Parce que quand même, dans ma circonscription, vous me comprendrez là-dessus. Mais elle est soutenue par le Rassemblement national. Non, il y a un candidat RN en face. Elle a un candidat RN en face, un candidat de la France insoumise et un candidat de... Mais pas de candidat LR. Et pas de candidat LR. Miracle. On n'a pas de candidat LR. Alors, le journal Le Monde, je fais 2 minutes d'analyse politique, le journal Le Monde a produit une infographie, je crois que c'est Le Monde, si c'est pas, ils m'en voudront pas, une infographie qui montre quel député a voté comment et les proximités politiques. Et j'étais la première surprise, moi je mettais Madame Ménard vraiment avec le RN, et en fait elle est beaucoup plus proche des votes LR dans ce qu'elle a voté. Voilà, c'est ma minute d'analyse politique des votes des uns et des autres. Elle va être contente, là. Voilà. Ce qu'elle va dire. Je sais pas, c'est pas moi qui le dis. Si elle avait été comme ça dans rapidement, juste avant de parler des Républicains, Jean-Luc Mélenchon dans tout ça, il y a une sorte de tango, tout le monde sait qu'il a envie d'être Premier ministre, en même temps il dit que si jamais on ne veut pas de lui, il ne le sera pas. Qu'est-ce qu'il joue, Jean-Luc Mélenchon, là-dedans? Il veut évidemment être Premier ministre, enfin, je veux dire, ça ne... Qui est surpris, enfin, qui pense le contraire aujourd'hui? Quelle est votre question? Non, mais la question c'est Jean-Luc Mélenchon là-dedans qui donne l'impression de ne pas vouloir trop intervenir. Voilà, si vous pensez que je ne veux pas être Premier ministre, je ne le serai pas. C'est Don Corleone, il est de loin, dans sa petite salle sombre, et les gens viennent le voir pour lui demander des choses. Et ceux qui sont contre les affaires de la famille, eh bien, ils se font exécuter, comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain et Daniel Simonet. Voilà, ça me semble assez clair en termes de méthode. Vous avez raison. Et tout le reste de la gauche, qui n'est pas la France insoumise, elles servent de marchepied
à M. Mélenchon. Bien sûr. Je non, disais tout à l'heure, Olivier Faure s'est couché dans les accords. C'est-à-dire, ce sera encore plus d'immigration, ce sera encore moins de respect de l'autorité et de la police. C'est ça. Moi, c'est mes seules obsessions. Moi, je me pose la question sur la police et la gendarmerie. Quid de la police et la gendarmerie avec un Mélenchon Premier ministre? Vous êtes une femme, vous voulez rentrer dans un commissariat. Quels seront les moyens des commissariats avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, qui a dit tout le mal qu'il pensait de la police, que c'était l'ennemi absolu, etc. Je ne vais pas défendre Jean-Luc Mélenchon. Enfin, j'ai lu le programme du nouveau Front Populaire. Il n'est pas question de baisser les budgets. Ah oui, il veut augmenter les effectifs de la police aux frontières, les commissariats rénovés. Je suis pas sûre. Il n'est pas question de baisser les effectifs. Il n'est pas baissé, mais il est un truc bien plus grave. Bien plus grave, ça ne va pas vous échapper parce que je connais votre sérieux et tout. Il propose de supprimer la police des polices et la police des gendarmeries. Vous savez, les deux. Et de les rendre indépendantes. Oui. Non. Finissez la phrase, de les rendre indépendantes sous l'autorité de qui? Du défenseur des droits. Vous avez vu les positions du défenseur des droits, les gauchistes que c'est. Ok, enfin, ça c'est un débat, mais juste, voilà, il y a effectivement dissolution de la Bravem, interdiction des LBD, réforme des autorités de régulation et de surveillance, si j'ose dire, de la police et de la gendarmerie. Il n'y a pas non plus, pas supprimer des postes de policiers. Non, mais pas dit ça. Voilà. La suppression d'un certain nombre d'armes, pour les policiers qui en ont besoin et tout. Bonjour les dégâts. Nous, il y a eu plus 25 postes de police, 25 000, pardon, postes de 25 000. Excusez-moi, je suis remise. 25 000 postes de police. Image qui restera comme, je pense, culte, parce que là, on dit que c'est l'image de la semaine, mais ça restera aussi sans doute dans l'histoire de la droite, d'Éric Ciotti qui, au balcon du siège des Républicains, on va voir arriver cette image. Voilà, c'est pas le général de Gaulle à Alger, mais c'est Éric Ciotti, place du Palais Bourbon, qui explique aux journalistes qui sont en bas qu'il est en train de travailler dans un bureau qui a été vidé avec plus rien. Voilà, on voit cette... Et encore, on n'a pas la musique, parce que la musique est pas mal. Le bureau est vide. Il n'y a plus rien dessus, il n'y a pas d'ordinateur. Bon, on rajoute aussi Annie Genevard avec son double des clés qui, franchement, c'est grotesque, c'est minable, ça donne une image épouvantable à la politique, tu te dis ça. Et en même temps, pardon, certes, il a dit s'asseoir. Je ne connais pas le règlement intérieur de LR, honnêtement, je ne l'ai pas étudié. Mais tu sens que les décisions aussi importantes ne doivent pas se prendre tout seul, en tête-à-tête avec toi-même. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de procédures là-dessus. Mais en même temps, sur le fond, regardez les sondages. Enfin, c'est vrai, les sondages, c'est pas tout, mais quand même, tu les prends en compte. Il y a une majorité de la base des électeurs. Pas dans tous les sondages. Hein. Attends, moi, le dernier que j'ai vu, c'est 54 et 46. En tout cas, allez, on va pas pinailler. Il y a une partie minoritaire. Une partie substantielle. Il y a une partie substantielle. Je vous dis pas, chez moi, dans le Sud, c'est pas substantiel. Ils sont tous, ils disent formidable, Éric Ciotti. Bien sûr. Toute une partie de la droite, qu'est-ce qu'elle rêvait d'une union des droites? Moi, je vais pas la critiquer, l'union des droites. Je l'ai demandé depuis 15 ans. Non, mais il y a une leçon à tout ça. Je finis. Le programme, c'est sur quoi? Sur quoi tu fais une union? Parce que entre quand même le RN et les Républicains, quand même sur 2 ou 3 questions, il y a des gouffres aussi. Mais il a pris la mesure de quoi? Du sud de la France, où les Républicains, il y a une feuille à cigarette de différence entre un électeur du Républicain et un électeur du Rassemblement national. La leçon de tout ça, si on prend Éric Ciotti, ce qui se passe avec LR, l'importance des statuts du parti, Jean-Luc Mélenchon et les investitures, etc., les accords d'appareil... En fait, c'est un peu le retour de l'importance des partis politiques. On a fustigé pendant des années les partis en disant que c'était des apparatchiks, les partis c'était has-been, etc. On voit aujourd'hui que de quoi on a besoin pour une élection? D'un parti structuré, un règlement intérieur, c'est important. Les instances de gouvernance, ça compte. Les commissions d'investiture, c'est là que ça se joue. Venant d'une des premières adhérentes d'un parti où il suffisait de mettre son adresse mail et de cliquer pour en être adhérente. Alors, cet éloge des partis politiques, c'était pas... Moi, je suis au bureau exécutif de Renaissance parce que j'ai toujours considéré que c'était un vrai parti, si c'était important. J'étais dans la commission d'investiture d'En Marche parce que je suis une des premières marcheuses historiques, voyez-vous, qui a créé justement ce parti. J'ai toujours milité pour une structuration du parti. Et je dis ça pour tout le monde parce que c'est important d'avoir un parti structuré. Je suis pas sûr, moi je comprends que vous puissiez dire ça. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Mais je suis pas sûr que les Français de cette espèce de mascarade depuis une semaine, ils se disent... Ah, ça c'est bien les partis. Mais justement, les Français, ils sont intelligents. Marlène Schiappa, je parie sur leur intelligence et leur compréhension des mécanismes. Et leur intelligence, c'est de dire quelle mascarade que sont les partis. Qu'ils montrent leur parti, que les gens s'engagent. En quelques secondes, peut-être s'en passer. En quelques secondes, vraiment quelques secondes, j'insiste sur le Rassemblement national. Jordan Bardella est le favori en l'état, plus de 30% dans les sondages. Il commence à évoluer sur son programme. La suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, on verra plus tard. La réforme des retraites, on verra plus tard. Vous savez, quand
Moi, je l'ai vu dans les mairies. Je suis maire, c'est mon expérience. Dès qu'un type se dit « j'ai fait un certain nombre de promesses, ça va être compliqué », tu as la solution, audit. Le mot audit remplace tout ça. Tu fais venir un cabinet d'audit et qu'est-ce que tu dis dans ça? La première chose, je veux savoir ce qu'il en est. Audit. Deuxième réflexion, c'est la situation est bien plus grave. Bien pire, les fameux cadavres dans le placard. Voilà, tout résultat... Pardon, mais c'est impossible. Bien sûr que ça va être ça. Écoutez, moi, je ne suis pas triste de ça. Regardez Madame Meloni. Madame Meloni, elle avait un programme autrement plus radical que celui du Rassemblement national. Elle a fait une coalition. Non, mais attends, oui, elle attends, a été contrainte à la coalition. Oui, mais elle fait la. Non, mais il y a même des écolos dans son gouvernement. Mais elle fait la pluie et le beau temps. Elle a eu l'intelligence. Elle était contre l'OTAN, elle est pour l'OTAN. Elle était contre l'euro, elle est pour l'euro. Elle était contre l'Union européenne, elle est pour l'Union européenne. Elle était pour une immigration zéro. Elle a fait rentrer 450 000 personnes. Quelques secondes, Marlène Schiappa, sur le RN qui commence à. C'est un signe d'intelligence. C'est un signe d'intelligence ou reniement? Les changements de position du Rassemblement national. Non, mais c'est parce qu'ils ont été pris de court. Et c'est là que tous ceux qui disent aujourd'hui que la dissolution était une mauvaise idée, politiquement, sur le long terme, nous verrons si c'était une mauvaise idée ou pas. On ne sait pas à l'heure actuelle, parce que ça prend de court le Rassemblement national. Le président de la République, il veut toujours être maître des horloges. Là, il a montré qu'il était maître des horloges. Il va être maître de rien du tout. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Oui, merci Robert Ménard, merci Marlène Schiappa d'avoir été les invités de ce duel du dimanche. Un rendez-vous à vous signaler, ce sera mardi soir, le retour du Forum. On donne la parole aux Français sur BFM TV avec notamment Aurore Berger, votre lointaine successeuse, Marlène Schiappa, à l'égalité femmes-hommes, Fabien Roussel, patron du Parti communiste, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national. Pour le reste, vous retrouvez dans un tout petit instant. Par qui? Animé par Alice Darfeuille et ma pomme, comme dirait l'autre. Je vous laisse tout de suite entre les mains expertes de Samis Faxi pour le 120 minutes. L'info continue sur BFM TV.